Les cieux au-dessus de l'île s'agitent. L'air fait violemment trembler les cimes des arbres. Au-dessus, une grande machine bruyante passe, remplie d'hommes armés portant un insigne blanc à 3 flèches pointant vers l'intérieur sur leurs uniformes. Pour eux, ce n'est qu'une mission de plus. Pour les spectateurs en bas, c'est un présage. Et ce n'est pas le premier. Tout commence. Quelques jours plus tôt, 2 membres de la tribu isolée des îles Sentinelles tombent malades. Personne ne comprend ce qui leur arrive. Au cœur de la nuit, leur corps se fige, muscles tendus, articulations immobiles, visages marqués de douleur et de terreur. Au matin, les sentinelles trouvent le couple malade et, malgré leurs efforts, ne peuvent rien faire. L'hélicoptère abaisse ses rotors, coupant des branches et creusant un trou dans la nature. Des bottes, à embout d'acier, descendent de l'hélicoptère, martelant la rampe alors que chaque soldat sort armé. À la stupeur des sentinelles, ces étrangers envahissent leur foyer comme une tempête. Ils saisissent les 2 personnes atteintes de la maladie étrange et les ramènent à l'hélicoptère, ignorant tous les cris et protestations des autochtones. C'est le jour où le SCP-2136 serait découvert. Les satellites de la Fondation SCP surveillent les îles Sentinelles après la détection d'un comportement erratique chez la tribu non contactée. Signalé pour enquête, un agent a été envoyé sur les îles pour observer les Sentinéliens avec pour mandat de ne pas interférer avec les habitants. Même la Fondation devait respecter leur isolement. Tout a changé lorsque l'agent a manqué à plusieurs reprises les points de contrôle prévus et que le commandement opérationnel de la Fondation a perdu le contact. Un danger visuel a vite été suspecté sur les îles, imposant des opérations à l'aveugle. La force mobile d'intervention équipe tactique d'assaut 10 a été déployée. Cette unité, également connue sous le nom de code « Ne voit pas le mal », n'était déployée que pour contenir, enquêter ou neutraliser des cognito-dangers visuels et des agents mémétiques. Ce qu'ils ont trouvé sur les îles Sentinelles correspondait exactement à cela. Au retour de mission de l'unité médicale française équipe tactique d'assaut 10, le docteur Heidke a enquêté sur une possible anomalie. Désigné provisoirement, 2136, c'était son premier rôle de superviseur pour la Fondation. Aux côtés du docteur Heidke, il y aurait le docteur Richard, le docteur Fletcher, un astrobiologiste, et le docteur Mazur, un expert en biochimie ainsi qu'un traducteur compétent. Dans son journal d'observation, le docteur Heidke a exprimé son enthousiasme à l'idée de rapporter ses découvertes après une quarantaine initiale de 96 heures, voire numéro, le mâle avait obtenu 2 sujets. Pendant leur opération, le duo désigné comme 1 et 2. Ils avaient également prélevé des échantillons de tissu sur un 3e individu décédé dont le cadavre avait été retrouvé aux côtés du duo. Durant leur capture et transport à la Fondation, 1 et 2 ont clairement exprimé leur souhait de rester ensemble. Les 2 sujets ont été surveillés par vidéo, le docteur Heidke les observant sur des lits opposés dans une salle de confinement, discutant et écoutant. Le docteur Mazruer l'a déterminé. 1 et 2 parlaient un dialecte bengali, suggérant qu'ils n'étaient peut-être pas des sentinelles de souche. En les interrogeant via l'interphone dans leur salle de confinement, l'équipe de recherche a pu apprendre que ces 2 individus étaient des agents travaillant pour le compte du gouvernement indien. Ils ont exigé leur libération, mais la Fondation a refusé. Face à l'impasse, les agents ont cessé de parler à leurs ravisseurs, soulevant la question « Pourquoi l'Inde enverrait-elle des agents dans une tribu isolée ?» Que cherchaient-ils et qu'avaient-ils trouvé? Le lendemain, 1 et 2 exigeaient encore leur libération et refusaient de dormir en signe de protestation. D'après l'observation du docteur Heidke, aucun des 2 ne semblait présenter de signes extérieurs de comportement ou de propriétés anormales. Rien n'indiquait que 1 ou 2 étaient affectés par un cognito-danger visuel, ce qui poussa le docteur Heidke à se demander si la force d'intervention mobile n'avait pas arrêté les mauvaises personnes. Après avoir parlé à voix basse, les 2 sujets ont demandé qu'une autre personne les rejoigne en cellule, l'un expliquant qu'il était trop dangereux de dormir. Le docteur Heidke a refusé leur demande, sauf si le duo coopérait à 9h30 lors de la 2e nuit de quarantaine. Des preuves d'une anomalie sont soudainement apparues, malgré le fait que l'un d'eux exhortait son compagnon de cellule à rester réveillé. 2 se sont endormis en moins d'1 minute, l'un s'est effondré, son corps raide et immobile. Le bruit de la chute a réveillé 2 agents, et quand il a repris conscience, l'un semblait se remettre. Les docteurs Heidke et Fletcher examinaient encore les sujets et s'accordaient à dire que le contact visuel jouait un rôle évident dans les faits.
Appelé 2136A plus tard, cette nuit-là, le docteur Heidke a demandé qu'un personnel de classe D rejoigne leur équipe de recherche. Il a été décidé que ce membre du personnel serait admis dans la cellule, à condition que les sujets 1 et 2 révèlent tout ce qu'ils savaient au docteur Masrur. Un observateur du gouvernement indien surveillait l'activité sur les îles Sentinelles selon leurs récits. Tout comme la Fondation, ils ont remarqué un comportement étrange parmi les sentinelles autochtones. Ils restaient en groupe plus serré, dormaient à tour de rôle et ne laissaient jamais quelqu'un partir seul. Leurs mouvements étaient saccadés et désordonnés. Quand le gouvernement indien a perdu contact avec son observateur, les 2 agents ont été envoyés pour le retrouver. 1 et 2 ont pu retrouver l'homme, mais il était déjà mort. Pourtant, il n'y avait aucun signe de lutte. Lorsqu'ils ont tenté de partir, le duo a été repéré par les Sentinéliens et attaqué. En fuyant, 1 et 2 semblaient avoir contracté leur condition anormale 2136 IA. C'est à ce moment-là que la force d'intervention mobile de la Fondation les a attrapés pour expliquer ce qui leur était arrivé. La demande a été acceptée, le classe déplacé en cellule sous le nom Sujet 3. Le docteur Fletcher a veillé à ce que personne hors de la salle ne voie 1 ou 2 pendant l'entrée de 3. Le docteur Heidke a demandé au département de confinement d'ajouter une porte extérieure, comme un sas, au cas où la cellule devrait être rouverte. Après 5 minutes dans la pièce, l'équipe de recherche a demandé à 1 et 2 de tourner lentement le dos à 3, tout en se voyant toujours. Alors qu'ils obéissaient, 3 tomba soudain au sol, déjà affecté par l'anomalie. 3 a vite repris connaissance quand 1 et 2 ont rétabli le contact visuel, montrant au docteur Heidke que l'anomalie était contagieuse et se propageait par la vue directe. Il a ordonné au sujet de dormir à tour de rôle, allant même jusqu'à demander à l'équipe de recherche d'en faire autant. La Fondation ne voulait pas qu'un sujet meure à cause d'une surveillance négligée par fatigue. Les docteurs Heidke et Fletcher ont peu dormi, restant éveillés presque toute la nuit, en discutant de la nouvelle anomalie, en débattant de sa méthode d'infection, de son origine possible et de toutes les implications qui en découlaient. Le docteur Fletcher a insisté sur le fait que cette anomalie se comportait comme un virus. Bien que Heidke ne soit pas convaincu qu'il y ait suffisamment de preuves pour étayer cela, ils ont finalement tous 2 trouvé un compromis, se contentant de l'appeler un agent pathogène pendant qu'il travaillait sur des mesures de confinement provisoires. En expliquant l'entretien de la cellule des 3 sujets infectés, le docteur Heidke aperçut le docteur Masrur dans le reflet du moniteur. Elle dormait sur un banc proche. S'ensuivit une longue journée de tests, les 3 sujets nerveux et fatigués, tout comme leurs observateurs. Le trio refusait de coopérer jusqu'à ce que le docteur Heidke leur dise que les tests aideraient la Fondation à trouver un remède. Heidke a relevé des détails clés sur la condition anormale lors de plus de 15 heures de tests. L'effet de 2136A apparaissait en moyenne 45 secondes après que le sujet quittait le champ de vision. L'anomalie ne réagissant ni aux réflexions ni aux réfractions, Heidke a demandé d'installer des miroirs dans la cellule. Il espérait ainsi empêcher que les 3 sujets ne se retrouvent jamais hors du champ de vision les uns des autres. Il fallait également que la peau soit visible pour que l'effet anormal ne se déclenche pas. L'équipe de recherche a alors demandé au sujet de se déshabiller jusqu'à la taille après les tests quotidiens. Alors que les 3 devaient fixer des crochets au mur pour accrocher des miroirs, la nervosité montait, aggravée par le bruit des coups de marteau. Le docteur Masrur avait aussi fait une découverte intéressante qui préoccupait Heidke. Elle avait analysé des tissus de l'unité médicale française ETTA, 10 provenant de l'observateur indien décédé. Des structures anormales y étaient présentes. Cela laissait penser que l'effet 2136A résultait d'un parasite. Le lendemain matin, les docteurs Heidke et Masrur ont constaté que le sujet 2 faisait de violents cauchemars, se tordant et convulsant. Pendant son sommeil, l'infection dégradait ses fonctions motrices, sous le regard des autres sujets. Soudainement, le docteur Masrur a accidentellement renversé du café sur les brouillons des journaux d'observation de Heidke, s'excusant abondamment. Il devenait évident qu'ils auraient besoin d'une équipe de recherche de secours pour prendre le relais. Le manque de sommeil épuisait chercheurs et sujets. Les tests du jour se sont aussi mal passés, avec 1 et 2 devenus perturbateurs et refusant d'obéir. À un moment, 2 a titubé dans la cellule en criant, selon le docteur Masrur, « Je ne peux pas m'arrêter, aidez-moi !» Les tests ont été annulés plus tard dans la journée, 1 et 2 titubant dans la pièce, rendant le sujet 3 agité par leur comportement. C'était un nouveau stade de l'infection. 1 et 2 restaient conscients de leurs symptômes, mais perdaient tout contrôle.
Leurs mouvements involontaires ont alarmé 3 personnes. Le D-Class a exigé que les 2 autres restent à distance, tandis que le Dr Heidke a montré de l'empathie. Lui aussi avait été enfermé avec 2 autres et avait peu dormi. L'équipe de recherche, déjà épuisée le soir, attendait l'arrivée des secours le lendemain. Le docteur Fletcher était si épuisé qu'il peinait à lever un stylo. Heidke ne pouvait même pas manger dans la cellule. Les sujets 1 et 2 avaient partiellement retrouvé leur motricité et restaient surtout immobiles, ne bougeant que lentement. Ils avaient aussi arrêté de crier, n'étant capables de parler que d'une voix pâteuse et traînante. Le sujet 3 s'était accroupi dans un coin, serrant un marteau utilisé pour accrocher le miroir. La nuit précédente, à 23h45, lors de la 4e nuit, le docteur Heidke a été contraint de déclarer l'expérience terminée. Tous les sujets étaient de mort durant la nuit. Malgré ses efforts, le sujet 3 avait fini par céder à l'épuisement et s'endormir. Quand il l'a fait, les sujets 1 et 2 se sont brusquement redressés et avancés vers lui, leurs mouvements désormais contrôlés. Ils répétaient un seul mot qui, selon le docteur Masrou, se traduisait par « regarde effrayé ». 3 s'est réveillé marteau en main juste après avoir tué les 2 autres. L'équipe de recherche a vite compris la suite. L'effet du 2136A, qui s'était installé dans le corps de 3, a commencé à le paralyser, le forçant à lâcher le marteau couvert du sang de ses compagnons de cellule. Sa poitrine ne bougeait plus, il est tombé et a suffoqué. Pourtant, la pièce était pleine d'air et le pire, c'est que ce n'était pas fini. Le docteur Heidke a envoyé Masra chercher de l'aide, violant la quarantaine de 96 heures. Il a vite compris que l'infection ne concernait pas que le sujet de test. Fletcher a dû en voir un en amenant le D-Class dans la cellule, mais il a nié. Quand le docteur Fletcher détourna les yeux, Heidke sentit son corps s'éteindre et peina à bouger ou respirer. Si Fletcher ne s'était pas retourné, le chercheur principal serait mort. Le docteur Masra s'est effondré dans le couloir voisin, entraînant les 2 docteurs. Heidke et Fletcher l'ont suivi. S'ils pouvaient se voir et rester en vue les uns des autres, alors ils étaient en sécurité. En voyant ses symptômes empirer, Heidke peinait à écrire son journal, faisant de nombreuses fautes à cause des spasmes. Il se sentait impuissant, comme contrôlé par quelqu'un d'autre, bloqué sur le siège passager. Une autre force contrôlait son corps. Plus tard dans la matinée, aucun membre de l'équipe de recherche n'avait réussi à sortir de la chambre d'observation. L'équipe de relève n'était toujours pas attendue avant plusieurs heures. Heidke ne pouvait qu'éviter le regard de Fletcher sous la surveillance de l'autre docteur. Tant qu'il ne se retournait pas, Fletcher restait immobile. En moins de 5 minutes, l'anomalie agirait et ils mouraient tous les 2. C'était le plan. Heidke savait qu'il devait être mort avant l'arrivée de l'équipe de secours, sinon les chercheurs transmettraient simplement l'infection. Quand ils ont vu la nouvelle équipe, les spasmes s'étaient de calmer, permettant au docteur Heidke de laisser un avertissement dans son journal. Il a averti la Fondation que l'agent pathogène qu'ils avaient découvert était bien plus complexe que ce que quiconque avait imaginé au départ. Heidke et Fletcher marmonnaient depuis des heures, incapables de parler clairement, jusqu'à ce que le docteur Fletcher intervienne soudainement. Il a répété le mot, fixant le docteur Heidke et s'approchant à pas traînants. Heidke a fermé les yeux sans réfléchir. Il tapait dans son journal d'observation, attendant la mort de son collègue, sachant qu'il suivrait bientôt, mais Fletcher voulait qu'il regarde selon la dernière entrée de Heidke. « Il veut que je regarde, mais je ne peux pas. Je ne peux pas regarder, 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 je ne peux pas regarder. » Alors, qu'est-ce que le SCP-2136 exactement ? Expliqué simplement, c'est un agent pathogène anormal. Le pathogène lui-même est impossible à visualiser, même avec un microscope électronique. Les chercheurs de la Fondation et les experts en virologie anormale pensent que le pathogène pourrait être si petit qu'il provoquerait une infection subatomique. Certains ont suggéré que des photons de lumière pourraient transmettre cette infection en rebondissant sur la peau humaine. Ainsi, d'autres peuvent les voir, car lorsque ces particules pénètrent dans la rétine d'une personne, l'infection se transmet aussi. SCP-2136 se transmet par la vue. Si une personne non infectée regarde quelqu'un qui porte l'agent pathogène, elle le contractera également. Dès que SCP-2136 trouve un nouvel hôte, il prend aussitôt le contrôle de son corps. Lorsqu'une personne infectée quitte le champ de vision d'un autre hôte potentiel de SCP-2136, elle montre les premiers symptômes de la maladie anormale.
L'agent pathogène cible d'abord les neurones moteurs, transmettant les signaux du système nerveux central aux muscles. Pour provoquer le mouvement, SP2136 cause un raidissement musculaire soudain et involontaire. Dès qu'un hôte n'est plus observé, ce symptôme s'aggravera rapidement jusqu'à ce que l'infecté devienne complètement immobile. La seule façon d'inverser ce symptôme était qu'une personne infectée soit à nouveau observée par un autre hôte de SCP-2136. Si cela survient dès les premiers symptômes, l'infecté retrouvera vite le contrôle de ses fonctions motrices et ses muscles fonctionneront normalement, sans observation. Toutefois, l'agent pathogène continuera de désactiver les neurones moteurs qui contrôlent aussi des fonctions comme la respiration. Les sujets meurent généralement en 5 minutes. Les décès dus à une infection par SCP-2136 sont souvent causés par une insuffisance respiratoire ou circulatoire. Les chercheurs de la Fondation ont relevé une forte similarité entre les effets de SCP-2136 sur le corps humain et ceux de l'anomalie SCP-2218. Cette dernière désigne un groupe d'individus atteints d'une condition anormale qui les transforme en mannequins inanimés dès qu'ils sont observés. Une enquête est en cours afin de déterminer le lien possible entre les deux anomalies. Des chercheurs estiment que les SCP-2218 auraient acquis leurs propriétés anormales via une variante modifiée de l'agent pathogène SCP-2136. Une autre école de pensée estime que l'infection résulte de l'état affectant les instances de SCP-2218. Après leur décès, les humains infectés par SCP-2136 ne pourront plus transmettre l'infection lors des examens post-mortem. Les thanatopracteurs de la Fondation ont trouvé des organites anormaux, structures sous-cellulaires aux fonctions spécifiques dans les cellules, semblables aux organes du corps. On pense que ces organites sont la forme mature de l'agent pathogène SCP-2136, mais leur fonction exacte reste inconnue. On suppose que ces organites, présents dans les cellules nerveuses qui reçoivent les impulsions et contrôlent les mouvements, pourraient inhiber ces signaux électriques. Les chercheurs de la Fondation ont découvert que la composition du SCP-2136 suggère qu'il absorbe une partie ou la totalité des impulsions électriques des neurones de l'hôte humain. On a suggéré que le SCP-2136 se nourrit d'impulsions électriques, se maintenant tout en bloquant les fonctions corporelles de l'infecté. Mais le Dr Haitke a compris que c'était faux. Le SCP-2136 absorbe, stocke et utilise les impulsions électriques pour contrôler ses hôtes. La conscience de la personne infectée devient un passager involontaire dans son propre corps, tandis que le pathogène manipule ses membres comme un marionnettiste. Des processus comme parler sont plus complexes, mais si le SCP-2136 est capable d'apprendre à faire bouger un corps, alors il peut aussi apprendre à le faire parler. La Fondation a ordonné aux forces mobiles, équipes tactiques d'assaut, 10 et TH, équipe tactique d'assaut 5 de former un périmètre naval autour des îles Sentinelles. Tout contact extérieur avec la tribu indigène est interdit jusqu'à ce qu'un protocole de confinement efficace pour le SCP-2136 soit trouvé. Un amendement final figure dans l'entrée du SCP-2136 dans la base de données de la Fondation. Phrase mal orthographiée, tous les sujets classe D sont morts. Le SCP-2136 est neutralisé. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Regardez aussi une autre vidéo comme le SCP-7 1464. Ils sont en train de ronger ma peau et ils ne s'arrêtent pas.